Et oui, hello, coucou, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, du coup, je reviens vers vous, histoire de vous lire un texte, et oui, incroyable. J'ai eu la flemme d'écrire, et je fais une autre vidéo. Non, en vrai, c'est que j'ai un magazine assez énorme qui est en cours de préparation, qui sera du coup sur les violences policières, et oui, qui devrait terminer, j'imagine, d'ici 15 jours. J'ai bon espoir. J'y crois à mort. Voilà, et du coup, bah, aujourd'hui, je vais vous parler du coup d'un texte critique qui triquite, dit beaucoup de mal du coup de Pierre Rabhi. Ce texte s'appelle Une écologie naturaliste, tendanciellement patriarcale, homophobe et transphobe. Voilà, donc ça a été écrit par Boï Bunel Benoît. Je suis actuellement au bout de ma vie. Donc Boï Bunel Benoît, qui est un membre du coup du collectif Agitation, qui est un collectif Toto. Voilà. Non, non, en vrai, je vais pas tracher les Toto. C'est bon, je le fais déjà assez souvent dans ma vie. En vrai, Boï Bunel Benoît, qui a fait énormément de textes extrêmement intéressants. De toute façon, je vais vous mettre son blog en lien juste là. Donc là, la version que je vais vous faire, c'est une version qu'on trouve sur theanarchistlibrary.org, qui est qui est juste une mine d'or en textes géniaux. Voilà, tout simplement. C'est certainement la présentation la plus hasardeuse et qui aurait dû être la plus simple que j'ai faite depuis très très longtemps. Donc oui, je prends ma voix de narrateur et je vais faire une super imitation de Pierre Rabhi. Allez hop, pouf pouf. Exemple. Citation de Pierre Rabhi. Eh bien disons, la famille, c'est une communauté naturelle que la vie a établie de cette façon. Eh bien disons qu'il y a le père, la mère, les enfants. Tout cela représente une communauté. On pourrait dire viscérale, biologique, on ne pourrait pas la récuser. Pierre Rabhi à propos du mariage homosexuel. Oui, tout est nouvelle idée, il n'en reste pas moins vrai que ce qui n'est pas récusable, et que ce qui a été depuis l'origine de l'humanité, c'est que l'homme, la femme procréent et ont des enfants et constituent un groupe social biologique. Et ça, personne ne peut le récuser. Alors, on a beau avoir toutes les sortes de discours, de théories, de thèses et d'antithèses, cela n'enlève rien à cette réalité-là. Pierre Rabhi à propos d'un enfant élevé par un couple homosexuel. C'est-à-dire qu'il risque d'être mis devant un fait accompli, d'avoir deux papas et deux mamans et de n'être pas dans ce qu'on appelle la norme. Et quand on dit la norme, c'est la norme, on ne peut pas tourner autour du pot. Il ne peut pas y avoir de procréation sans un homme et une femme. Définition de la norme ? La nature elle-même, c'est que pour qu'il y ait procréation, il faut mâle et femelle. Une chèvre a besoin d'un bouc, la vache a besoin d'un taureau. Donc ça, c'est une loi invariable à laquelle même les homosexuels doivent leur propre existence. Conception homophobe et transphobe du collectif technocritique de pièces et main-d'œuvre. Le collectif technocritique de pièces et main-d'œuvre considère que les transsexuels transgenres, que les chirurgiens, disent-ils, équipent ou débarrassent, suivant les cas, d'un pénis détesté ou désiré, que les intersexes, que le dit lobby LGBT et que l'élite gay et lesbienne qui auraient, selon eux, la main mise sur le monde de la mode et voudraient imposer l'homonormalité, doivent être associés à la dérive technologique moderne, pourquoi pas au projet transhumaniste totalitaire. Un positionnement réactionnaire d'un certain écologiste à l'occasion du débat sur le mariage pour tous. Thierry Jacot, La vérité pour tous. Dans le cas particulier des unions homosexuelles, un enfant pourrait alors avoir officiellement deux mères et pas de père, ou deux pères et pas de mère. Le discours légal contredirait alors la réalité de l'existence de deux parents biologiques de sexe différents. Si le projet de loi devait être adopté, ce serait une négation sidérante de la nature, l'aboutissement consternant de notre société industrielle qui détruit la nature, non seulement dans la réalité, mais aussi dans les esprits. L'homme se prend pour un démiurge, nucléaire, OGM, nanotechnologie, sans jamais mettre la moindre limite à son action. No limits, tel est le slogan des ultralibéraux qui définissent le nouveau politiquement correct.
Commentaire de Benoît Bohy-Bunel. Ces trois interventions sont bien sûr issues de mouvances politiques différenciées. La seconde affiche explicitement son rejet de l'homosexualité et de la transsexualité. Les deux autres, plus dialectiques, s'insèrent dans un discours général plus humaniste, plus universaliste, qui se veut donc complexe et qui prendra d'ailleurs l'acceptation des différences, mais qui définira précisément ces différences en fonction d'une normalité, d'une naturalité elle-même impensée. Ce qui devra retenir l'attention, ce seront bien certaines structures idéologiques communes. On opposera dans les trois cas à la technique hypostasiée ou à l'artifice, au simulacre, une certaine nature humaine, elle-même figée, déterminée, non dynamique, et qui serait menacée par cette technique. Une telle nature humaine sera définie en fonction d'une identité biologique immuable du vivant humain, elle-même associée à l'identité biologique de toute vie, animale ou végétale. Elle implique les définitions catégoriques d'une famille, d'une sexualité et de genre compris comme normaux, ce qui suppose politiquement une normalisation précise et responsable et certaines différenciations corrélatives. Cette critique manichéenne et binaire de la technique en général, qui viendrait corrompre quelques natures humaines normales, relève d'une idéologie biologisante, qui tente de définir un être fixe de l'existant, qu'il faudrait prendre en considération. Mais cette idéologie ne voit pas qu'elle est elle-même construite socialement et historiquement, et que l'idée de nature fixe qu'elle mobilise, qui n'est jamais qu'une élaboration théorique déterminée, ne peut être elle-même par définition considérée comme immuable et éternelle. Par ailleurs, outre le fait que cette critique est franchement nauséabonde, car ontologiquement patriarcale indépendamment des bonnes intentions de ses défenseurs, elle n'est pas une critique conséquente du capitalisme, car c'est en ciblant les structures de dépossession matérielle massive de la technologie en régime capitaliste, et surtout leurs fonctions de domination très spécifiques, que l'on pourra en effet les destituer. Pourquoi dira-t-on donc que cette nature, que cette normalité, que ces trois technocritiques convoquent implicitement ou explicitement est elle-même une construction sociale et historique récente, très moderne, et qu'elle s'auto-contredit de ce fait en elle-même? Arendt indique déjà certaines directions. Dans le chapitre 2 de la crise de la culture, elle montre que la réduction de la vie humaine individuelle, a priori linéaire et historique, à des déterminations biologiques cycliques, à l'ordre de la Zoé, est une réduction typiquement moderne, que les totalitarismes du XXe siècle finiront par exploiter de façon désastreuse, mais qui se poursuit dans les sociétés libérales plus tardives. Le caractère spécifiquement moderne de ces assignations biologisantes est encore mieux compris si l'on considère le projet économique moderne, le capitalisme. Le capitalisme est un ordre productiviste et fonctionnaliste, en un sens également biologisant. Les individus, au travail, sont réduits à n'être que l'actualisation d'une pure force énergétique physiologique, de travail. Ce fonctionnalisme colonise tous les aspects de la vie, dans la mesure où c'est l'exploitation de cette force énergétique, permettant l'augmentation de la valeur économique, qui concentre tous les regards. Il déterminera donc une division rationnelle des activités de la production et de la reproduction de la vie, ou de la force de travail dans les espaces privés. Ce fonctionnalisme de la reproduction de la vie dans l'espace privé, vie définie comme pure puissance physiologique, assignera les individus à des genres, à des sexualités déterminées, en fonction du rôle qu'ils jouent, ou ne jouent pas dans la dynamique productive et reproductive générale. Ce capitalisme fonctionnaliste biologisant, dès lors, sera bien sûr structurellement patriarcal, sexiste, homophobe et transphobe. Ce sont ces techniques mêmes de gestion de l'existant technique calculatrice et rationnelle qui rendent nécessaires puis opérantes de telles discriminations. Le féminin, assigné à la tâche de l'engendrement et dans l'entretien de la force de travail dans le foyer privé, subit les divisions de réduction adéquates. Les existences homosexuelles ou hors genre définies comme stériles, inaptes à engendrer, subissent d'autres réductions et discriminations spécifiques. L'assignation patriarcale des femmes à la gestation exclusive et à ses responsabilités corrélatives dans le foyer, certes plus archaïque que la modernité capitaliste, sera déterminée néanmoins de façon nouvelle et spécifique au sein de cette modernité, de façon beaucoup plus amorale et impersonnelle, si bien que ce patriarcat recomposé définit lui-même une naturalité biologique inédite, qu'il faut savoir penser en tant que telle. Quoi qu'il en soit, biologisme, naturalisme, patriarcal moderne et technologie classiste, travailliste de la domination et de la destruction ne s'opposent absolument pas au sein du capitalisme, mais sont les deux faces d'une même pièce. Ce n'est pas d'abord le rejet affectif des différences qui fondent ces dominations ou discriminations.
Comme réduction fonctionnelle, elle relève de déterminations calculatrices, amorales et aveugles à l'amplicité des existences. Le rejet affectif de l'autre, qui est différent, ne vient que se surajouter à ces déterminations calculantes. Il n'est en rien une cause immédiatement motrice dans cette affaire. Il n'est en rien une cause immédiatement motrice dans cette affaire. Il n'est qu'un effet, lui-même provoqué par une division plus primordiale, rationnelle et instrumentale des formes individuelles et collectives, division relative à un ordre reproductif organisé formellement. Rétroactivement, certes, un tel affect haineux consolide cette division fonctionnelle, laquelle, ainsi renforcée, produit en retour le développement affermi de cet affect. Ainsi renforcé, produit en retour le développement affectif de cet affect, etc., indéfiniment. Les individus humains semblent donc devoir se conformer particulièrement à un ordre biologique fixe, car c'est d'abord la détermination passive de la survie physiologique qu'organise la société de la valeur synthétisée par le travail social. Mais cette naturalité n'a rien de transhistorique, elle émerge au moment où ce travail précisément devient à ce point indifférencié, qu'il est réduit à des composantes physiologiques indéterminées sans contenu concret propre. La nature non humaine à laquelle on se référencera pour justifier cette naturalité normale de l'organisation sociale et familiale sera elle-même à son tour une construction historiquement déterminée s'adaptant à de telles injonctions. Le devenir de cette nature non humaine, dynamique ainsi que sa complexité sont niés par de telles constructions idéologiques pour que des analogies précises entre l'ordre de la valeur économique et cet ordre non humain fantasmé soient rendues possibles et pour mieux légitimer le premier. Spencer. Lorsque ce capitalisme développe une folie meurtrière, comme national-socialisme, son fonctionnalisme devient à ce point délirant qu'il finit par exterminer ces individus qui n'auraient pas une sexualité productive. De même qu'il devra exterminer aussi les individus non viables pour la nation ou pour son économie réelle. Handicapés, tziganes, non territorialisés, juifs et juives assignés au capital financier sans attache. Son correspondant pétainiste défendra l'idée d'une famille naturelle, c'est-à-dire patriarcale, idée indissociable d'un ordre industriel et technique travailliste et d'un ordre national organique, massifiant les consciences autour d'un projet commun de division productive, travail, famille, patrie. La critique antitechnique ou se voulant écologique ou anticapitaliste, qui finira par prôner une norme naturelle familiale implicitement patriarcale, qui confondra l'homosexualité, l'intersexualité ou la transsexualité avec quelques dérives productivistes ou technologiques, ne fera en fait que défendre les valeurs que le capitalisme primitivement et aujourd'hui de façon plus insidieuse défend lui-même d'emblée. C'est l'idée fonctionnelle capitaliste moderne de naturalité biologique, sexuelle, familiale, génétique que cette critique défend de fait, et donc elle défend également toutes les technologies biopolitiques, juridiques, sociales induites par cette idée. Le mariage homosexuel, les techniques chirurgicales permettant le changement de sexe qui sont timidement rendues possibles aujourd'hui s'annoncent donc d'abord comme des contre-tendances au sein d'une dynamique qui fonctionnalise toujours plus les genres et les sexualités. Le droit à l'avortement, de même que nos droits technocritiques, n'évoquent pas, mais qui pourraient le définir comme non-naturalité déviante, sans contredire leurs principes anxiologiques, ce droit acquis grâce à des luttes féministes déterminées est bien aussi un contre-tendance au sein du fonctionnalisme moderne, industriel et biologisant. Ces techniques de gouvernementalité ou ces techniques médicales permettent en effet de contrecarrer quelque peu les structures techniques massives capitalistes qui tendent à étouffer toujours plus ce que cet ordre considère comme des déviations par rapport à une norme productive idéologiquement naturalisée. Mais il y a là en jeu également un calcul amoral, stratégique, sans que ce calcul puisse être rattaché à des intentions toujours conscientes ou formulées. On parle ici d'un système impersonnel dont le gestionnaire porte les intérêts, mais en fait qu'ils sont aussi globalement inconscients, réifiés par la totalité formelle qui l'enveloppe. En effet, l'extension de la marchandisation du monde implique l'intégration relative de certaines franges traditionnellement exclues des techniques adaptées, promouvant la reconnaissance inédite, mais relative de ces franges traditionnellement exclues, doivent être mobilisées dans ces contextes.
Certes, ces techniques nouvelles permettent des formes d'émancipation et de prise en charge matérielle qui furent attendues, revendiquées, et les acquérir est bien plus souhaitable que le fait de demeurer dans des situations psychologiques matérielles qui seraient beaucoup plus précaires et insupportables sans elles. Mais ces techniques non purement démocratiques ou désintéressées restent issues d'un ordre qui aura maintenu primitivement des formes d'assignation discriminant ces personnes qui l'intègrent très relativement aujourd'hui. Ces techniques, en toute logique, impliqueront donc aussi des subversions atténuées, des tutelles nouvelles, le fait de rester indépendante en étant intégrée par lui à un ordre républicain médical juridique qui aura exclu à la base fondamentalement certaines formes sexuelles ou genrées, déviantes ou inférieures. C'est pour des personnes toujours déjà réduites, n'obtenir qu'une reconnaissance tronquée, étouffée par un souci de contrôle et par une méfiance jamais désactivée. Une critique de ces techniques tardives de la reconnaissance non binaire, non manichéenne, doit oser se formuler. Par souci de réalisme, elle doit reconnaître qu'elle ne fait que dessiner un horizon lointain, post-capitaliste, et qu'elle ne doit pas dénoncer bêtement des luttes existantes qui revendiquent l'amélioration ponctuelle et temporaire de ces techniques, ou encore le maintien toujours menacé des techniques qui ont été acquises difficilement, même si celles-ci restent ambivalentes. Il faut bien vivre décemment tant que le pire existe encore. Mais elle s'inscrit aussi dans des dynamiques formulant des exigences plus radicales et plus globales qui pourraient bien développer le germe révolutionnaire des luttes existantes, même les plus réformistes. Le droit à l'avortement, par exemple, si l'on défendait jusqu'au bout l'idée d'égalité réelle, ne devrait plus être défini comme un droit formel dont bénéficieraient simplement les femmes, dans une société directement démocratique prenant en considération toutes les personnes humaines. N'a-t-on jamais pensé également que l'homme qui met enceinte une femme, dans une situation où il n'est pas possible de garder l'enfant, bénéficie depuis toujours d'un droit, mais qui n'a jamais été contesté ou acquis? Ce droit de l'homme, il serait presque une norme, un droit naturel, sans qu'une législation républicaine spéciale doive le préciser. Tant il serait évident qu'il serait son droit éternel. Lorsqu'on détermine un droit, c'est aussi que quelque chose aura été réclamé. Une femme aura à réclamer ce droit, mais un homme bénéficie tellement de ce droit qu'il lui paraîtrait absurde de le réclamer. Une femme usant de ce droit sera donc implicitement accusée. On lui ferait une faveur. Elle aurait à se sentir responsable. Dolto, par exemple, imagina qu'une femme se faisant avorter devait payer une amende symbolique. L'homme viril, quant à lui, n'aurait aucune faveur à quémander. On lui avait déjà fait, toujours déjà, cette faveur de mettre enceinte qu'il voulait, sans jamais lui demander des comptes, dès sa naissance. En outre, comme droit seulement légal, et donc par principe acquis, qu'on peut perdre potentiellement, ce droit à l'avortement n'est pas encore une évidence éternelle, mais il reste toujours un sursis négatif, menaçant. Le mariage homosexuel est aussi un enjeu matériel important et une reconnaissance acquise, mais la détermination négative de ce mariage perçu par les citoyens comme droit quémandé implique un déni de reconnaissance implicite. S'il s'accompagne de manifestations de rue homophobes humiliantes pour les personnes concernées, c'est plus leur impossibilité d'obtenir une visibilité publique saine que leur reconnaissance pleine qui sera dévoilée. Un couple homosexuel éduquant un enfant pourra être permis juridiquement, mais des différenciations sont exigées. En outre, selon certains discours naturalistes, un papa et une maman, selon une biologie qui devient une prescription sociale, familiale, resterait un cadre plus naturel, plus normal et donc plus sain pour l'enfant. Dans ces focalisations obsessionnelles, les conditions matérielles ou psychiques d'existence ne comptent donc plus vraiment. La misère économique et sociale des existences familiales et des existences tout court, pourtant massives, n'est plus le critère qui prévaut pour dénoncer désordres dont on se scandalise. Mais c'est une conception naturaliste de la famille qui doit définir le bien-être des enfants. On ne voit plus non plus que les assignations sexuelles existentialistes, liées à un système productiviste intrinsèquement destructeur et qui conditionne très souvent les existences dans les foyers privés, peuvent produire des dissociations graves pour les parents biologiques et donc pour l'enfant qu'ils éduquent s'ils l'éduquent. En effet, une femme vivant dans une société où elle reste dévaluée économiquement
publicitairement, symboliquement, développement des relations conjugales, de ce fait cliver un homme assigné à une force physiologique de travail, à la production de valeur, à sa responsabilité de reproducteur dominant, peuvent devenir des parents qui développeront une éducation produisant un enfant désarçonné, divisé, enfance qui reproduira plus tard, devenu adulte, fréquemment ces phénomènes de déprise sociale et psychologique. Dire donc que les parents homosexuels pourraient produire une éducation néfaste, c'est supposer implicitement, mais certainement, qu'une bonne éducation, saine en elle-même, hétérosexuelle, comparativement, existerait de façon structurelle, de façon majoritaire, aujourd'hui. C'est donc ne plus vouloir considérer le facteur pourtant décisif de la misère matérielle qui rend pourtant l'existence familiale insupportable, et l'existence tout court même, souffrance qu'on ne peut bien sûr pas du tout réduire à de simples enjeux de sexualité parentale. C'est, en outre, ne pas vouloir voir que l'éducation développée par des parents biologiques ou hétérosexuels peut être clivée, et précisément à cause de l'ordre normatif fonctionnel productiviste patriarcal qui assigne les êtres à des genres et à des sexualités naturalisées. De tels discours critiques, donc, instrumentalisant eux-mêmes une idée abstraite de l'enfance saine, nous empêchent de voir que de nombreux enfants aujourd'hui souffrent de leurs conditions d'existence, sans que le sexe de leurs parents ne soit le facteur décisif de cette souffrance, mais aussi que les enfants éduqués par un couple hétérosexuel peuvent souffrir des assignations biologiques subies par ce couple. Ces écrans de fumée empêchent des prises en charge différenciées et des transformations plus profondes qui engagent aussi une critique radicale d'une certaine biopolitique et d'une certaine économie politique. Surtout, la famille que ces technocritiques défendent relève d'un naturalisme qui très profondément réduit l'être humain à ses déterminations physiologiques et prive finalement l'individu qui apparaît dans le monde, l'être qui naît, de sa nouveauté et de sa singularité propre. Ils encouragent la mutilation de l'enfance et de sa nouveauté comme nouveauté. Un enfant éduqué par deux personnes homosexuelles pourrait souffrir d'une chose précise, il pourrait sentir le poids du regard d'un ordre normatif qui déterminerait que sa situation est non naturelle, anormale. Mais ce n'est pas alors les parents qu'il faudrait accuser ici, ou leur désir d'éduquer un enfant, ni même ce qui leur permet de satisfaire ce désir, mais bien l'idéologie naturaliste, déterminant des structures sociales spécifiques qui produisent cette souffrance éventuelle. Si cet enfant vit dans un monde où l'on n'instrumentalise plus sa nouveauté, où l'on ne réduit plus ce qu'il éduque et prenne soin de lui à des fonctions sexuelles ou biologiques, si cet enfant vit dans un monde où les conditions matérielles d'existence sont vivables pour lui et pour tous, alors il vit ce que tout enfant tend à vivre, a priori, et sans plus ressentir un poids étouffant. Il aime, très simplement, et sans le moindre jugement, celles ou ceux qui l'accompagnent dans son développement, qui l'appellent, comme tout enfant aime à le faire, et comme tout parent aime à l'entendre. Papa et maman, ou papa et papa, ou maman et maman, ou autres surnoms affectueux. Le changement de sexe chirurgical, enfin, fait cesser des souffrances psychiques douloureuses. Il est en cela un progrès juridique, éthique, médical certain. Mais la pathologisation implicite de ce désir, via des soins médicaux attentifs, est un rappel constant dans un ordre qui continue de soumettre et d'assigner en même temps qu'il intègre à ce que serait une norme plus acceptable pour un système reproductif naturel. Plutôt que de voir abjectement et stupidement dans ces techniques ambivalentes des triomphes de la dénaturation de l'humain à l'ère de la technique, il faudrait apprendre à voir que ces personnes bénéficient ici de techniques de la reconnaissance encore très relatives et que leur souffrance qui persiste nécessite, pour qu'elle soit enfin abolie, une abolition de toute technologie destructrice moderne qui continue de les assigner structurellement et non un rejet naturaliste de ce qu'elles sont et désirent devenir, rejet qui est entretenu globalement par l'ordre productiviste existant. On cessera donc, par souci de conséquence, d'opposer une technique maléfique à une nature primitive ou normale. On opposera bien plutôt une technique, une technologie réfiante, productiviste, réductrice, spécifiquement moderne, accompagnée elle-même par une idéologie naturaliste, biologisante, à des créations de soi intensives et qualitatives, à des techniques soigneuses et dynamiques, mises en service des humains,
qui les utilisent et permettant l'épanouissement réel de chacun et chacune. Ces techniques qualitatives n'ont pas encore le droit qu'elles exigent, et leur existence n'est pour l'instant qu'une projection, mais elles n'assigneront plus les êtres à des fonctions réductrices et souffrantes, puisqu'elles seront contrôlées, souhaitées, désirées consciemment par ces êtres. On ne peut exiger sans être absurde l'abolition de la technique en général, comme si une humanité sans technique avait pu exister ou pourrait exister à nouveau. Toute humanité et même toute vie mobilise une faculté instrumentale pour s'adapter à son monde, à son environnement. Selon une perspective ontologique, par exemple, notre rapport au soleil lui-même est technique, en tant que rapport moyen-fin. Le soleil existe selon la manière dont nous nous organisons, aussi pour qu'il nous éclaire et nous réchauffe. Dormir la nuit est une mobilisation technique de soi, mais aussi du soleil, en un sens très fondamental. De même, tout érotisme est un rapport technique à son propre corps et à celui de l'autre, ainsi que la danse, la musique ou le jeu d'un enfant. Ce n'est pas insulter le soleil, le sommeil, l'érotisme, la danse, la musique ou le jeu d'enfant que de dire cela, si l'on considère que la technique peut être aussi une belle chose. Mais c'est insulter ce soleil, cette musique et cette danse que de les confondre avec les ravages de l'instrumentalisation automatique et réifiante moderne, en considérant que le dérèglement meurtrier technologique industriel de la technique accuserait tous ces rapports techniques incarnés créatifs au monde dans la mesure où la technique en général serait mauvaise en elle-même. Vouloir abolir la technique dans l'absolu, ce serait finalement vouloir une existence qui serait hors du monde matériel, visible, éclairé, rêvé, érotisé, danser, écouter, jouer. Ce serait vouloir qu'il n'y ait plus de soleil. Plutôt que de formuler ces souhaits absurdes et contradictoires qui ne sont pas même conscients d'eux-mêmes, on tâchera de transformer radicalement un rapport technique au monde encore trop blessé, plutôt que de formuler des désirs de mort. Une abolition des techniques et technologies capitalistes impliquera donc la mise en place de techniques qualitatives, nouvelles, réellement soigneuses, par lesquelles l'avortement n'est plus un droit formel, défini négativement, dont bénéficierait simplement la femme, comme s'il y avait une concession, mais une pratique durablement reconnue, ne culpabilisant plus celles qui doivent y recourir, par lesquelles l'existence homosexuelle n'est plus réduite négativement à une stérilité ou à une anormalité, et peut développer une intimité familiale préservée, non souillée par de regards publics indécents, par lesquelles la transsexualité est l'abolition d'une souffrance ancienne qui se vit plus sereinement, sans regard inquisiteur ou insultant, pathologisant ou humiliant, par lesquelles cette transsexualité est une incarnation pleine, vivante, une ouverture au monde original et complexe, d'autant plus belle qu'elle sera résiliente et qui demeurera, de fait, comme toute existence incarnée, enfantine, parentale, érotique ou ludique, le contraire absolu de la figure robotisée et automatisée, du transhumain privé de toute animation singulière. L'abolition de cet ordre sera bien aussi la victoire d'un certain existentialisme concret, vécu qui aura définitivement renoncé à toute conception mutilante et abstraite de quelque nature humaine, nommée ou moyenne, statistique ou théologique. Et voilà, alors c'est un texte qui est comme vachement compliqué, du coup je vous mets les références en bas, vu que je suis quelqu'un de poli. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires si vous avez besoin que je fasse de la définition, s'il y a des mots sur lesquels vous avez buté. N'hésitez surtout pas, vraiment, parce que ce texte est vraiment hard. Et enfin, oui, si vous voulez m'aider à bouffer, n'hésitez pas à me balancer de l'argent sur Tipeee, ça m'aidera, très sincèrement. Et qu'est-ce que je peux vous dire autrement Ouais, je vous souhaite une bonne journée, Les bisous.